est un sujet que nous avons abordé au premier semestre dans le cadre d'un cours d'histoire générale. Maintenant, nous sommes au second semestre, il s'agit donc de passer aux exercices pratiques. La semaine passée, déjà, nous avons étudié un texte dont l'auteur n'est rien de moins que le roi de Babylone, à savoir Nabonide, qui est le dernier roi de Babylone qui règne entre 556 et 539 avant Jésus-Christ. C'est ce même Nabonide que nous allons retrouver aujourd'hui dans un texte d'une toute autre nature, puisqu'autant la semaine passée il s'agissait d'étudier, plutôt dans le cours passé avant le congé, il s'agissait d'étudier l'idéologie royale, qui vise à légitimer le pouvoir de Nabonide, qui, je vous le rappelle, est un roi illégitime, puisqu'il n'appartient pas à une dynastie en place. Et tandis qu'aujourd'hui, nous allons étudier un texte de la pratique, c'est-à-dire un texte, un acte rédigé, ou plutôt pensé par Nabonide. Nous sommes dans la même année que pour l'inscription que nous avions étudiée il y a 15 jours, c'est-à-dire 555, autrement dit, la première année du règne de Nabonide. Le document que vous avez devant les yeux et que nous allons étudier ensemble est un contrat de ferme. Alors, c'est quoi un contrat de ferme? Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un contrat dans lequel un propriétaire d'une terre loue son bien à une personne qui devient son locataire et qui par conséquent lui versera un loyer. Donc vous avez d'une part un bailleur, comme lorsque vous louez un appartement, et d'autre part un locataire. Donc le mot ferme ne signifie rien d'autre que cela. Il ne faut donc pas l'associer au bâtiment d'exploitation rurale tel que vous l'avez peut-être en tête en ce moment. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord lire le texte. Dans un deuxième temps, on va en faire l'analyse diplomatique. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que signifie le mot diplomatique? Eh bien, ça signifie que l'on va étudier la forme de l'acte. Ce que l'on appelle un diplôme, à cette époque-là, ou au Moyen-Âge, c'est plutôt au Moyen-Âge, mais c'est un terme générique que l'on utilise pour d'autres périodes pour définir ce que c'est que la diplomatique. Un diplôme, ce n'est rien d'autre qu'un acte émanant d'une autorité officielle. Mais par extension, la diplomatique, c'est l'étude de la forme des actes, la forme. Ça, c'est donc ce que je vais faire avec vous dans un deuxième temps, après avoir lu le document. Dans un troisième temps, nous allons passer à l'analyse critique du document. Donc, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'y trouve comme contenu, essayer de voir quels sont les personnages qui y sont mentionnés et dans quelle mesure ce document nous informe sur l'histoire générale et en quoi il peut contribuer, ici en l'occurrence, à entrer dans un chapitre de l'histoire économique et sociale du Proche-Orient ancien, donc au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, dans un troisième temps, j'essayerai d'en tirer un certain nombre de conclusions pour l'histoire générale, avant de vous citer un certain nombre d'ouvrages
qui pourraient vous être utiles. Je crois d'ailleurs vous en citer un certain nombre pendant le cours de la leçon, puisque ces ouvrages m'ont servi pour préparer cette leçon. Je commence donc par 1. La lecture du document. Vous prenez Shum Ukin, fils de Bel Zeri. Alors, dorénavant, pour simplifier les choses, quand je vais présenter les choses sous forme schématique au tableau, j'indiquerai simplement la lettre S. Ça m'évitera d'écorcher ma langue, et vous, ça vous évitera de chercher dans le texte où se trouve le personnage dont je vous parle. Donc, vous mettez déjà un petit S dans la marge pour Shum Ukin. Ça va? Donc, fils de Bel Zeri, descendant de Basia, et, d'autre part sous-entendu, Kalbaya. Je le désignerai sous la lettre K, pour simplifier les choses. Donc vous avez déjà deux personnages, S et d'autre part K, qui lui, ce Kalbaya, est fils d'Ixaya. Ces deux personnages, donc S et K, ont adressé une requête à Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, en ces termes. Puisse le roi notre seigneur nous attribuer 6000 courroux de terre arable, non compris la terre à palmerée, 400 laboureurs, 400 bœufs et 100 vaches pour remplacer les pertes des 400 bœufs, et chaque année, nous livrerons à la dame d'Uruk 25 000 courroux d'orge intégralement et 10 000 courroux de dattes intégralement au bord des canaux. Voilà, ça c'est donc leur requête. Vient ensuite la réponse du roi, Nabonide. Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, a accédé à leur requête. Il a donné à S, descendant de Basia, et à K, fils d'Ixaya, 6000 courroux de terre arable, y compris les jachères, qui font reposer chaque année la moitié de la terre, 400 laboureurs, 400 bœufs et 100 vaches, pour remplacer les pertes des 400 bœufs. Les bœufs et les vaches ne devront pas disparaître. Les veaux, autant qu'il en aura été procréé, on les montrera aux administrateurs du roi et on les marquera de la marque de fer de la dame d'Uruk, puis on les rendra pour les remettre à Shum Ukin et Kalbaya, donc à S et à K. Les charrues cassées devront être réparées. Chaque année, S et K devront livrer à la dame d'Uruk 25 000 courroux d'orge intégralement et 10 000 courroux de dattes intégralement, soit 35 000 courroux d'orge et de dattes au bord des canaux, selon la mesure Machikou de la dame d'Uruk. La première année, Léana leur fournira 3 000 courroux d'orge pour la semence et 10 talents de fer. Bon. Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, a accédé à leur requête. Il a donné à Shum Ukin, donc S, et à Kalbaya, K, 6000 courroux de terre arable, y compris les jachères, qui font reposer chaque année la moitié de la terre. 400 laboureurs, 400 bœufs et 100 vaches pour remplacer les pertes des 400 bœufs. Les bœufs et les vaches ne devront pas disparaître. Les veaux, autant qu'il en aura été procréé, on les montrera aux administrateurs du roi et on les marquera de la marque de fer de la dame d'Uruk, puis on les rendra pour les remettre à S et K. Les charrues cassées devront être réparées. Chaque année, S et K
devront livrer à la dame de Rouc 25 000 courroux d'orge intégralement et 10 000 courroux de dattes intégralement, soit 35 000 courroux d'orge et de dattes au bord des canaux, selon la mesure machi-ou de la dame de Rouc. La première année, Léana leur fournira 3 000 courroux d'orge pour la semence et 10 talents de fer. Les terres du jardin Halat de la dame de Rouc, qui sont à la disposition des jardiniers Rabbani, S et K, ne leur appliqueront pas l'estimation forfaitaire et n'auront aucun droit sur elles. S et K sont garants solidairement pour tout ce qu'ils entreprendront. En présence de Terik Charouchou, le gouverneur, de Nabou Shouloum Shari, le commandant de la garde, de Nabou Enatanou, le gouverneur de la province du Bit Ada, de Nabou Dini Epouche, le chancelier, de Mouchézip Bel, le général, de Bitili Dalla, le chef des troupes, de Nabou Belchounou, fils de Shamash et Riba, de Mardouk Mouchalim, fils de Jériya, de Mardouk Choum Idin, le gouverneur de Rouc, de Nabouchar Oujour, l'administrateur royal, scribe, Aplaya, fils de Bel Idin, descendant d'Elibi. Larsa, le 28 Nissan, année 1 de Nabonide, roi de Babylone. Voilà. Quand on a un texte comme celui-ci, la première chose qu'on va faire, c'est donc, je vous ai dit, d'en faire l'analyse diplomatique. Donc je commence ici par analyse diplomatique. Diplomatique va consister à repérer quelles sont les différentes parties de cet acte, de ce document. Alors, je vais vous demander de prendre un bic de couleur, ou un crayon de couleur, et de mettre des petites barres, des petites césures aux endroits que je vais indiquer, et qui vous permettront donc de voir quelles sont les parties de l'acte. Ça va? Alors, il y a tout d'abord ce que l'on appelle le protocole. Bon, il n'est pas nécessaire d'avoir fait du grec pour savoir que protos, ça veut dire premier. Pensez à la proto-histoire, la première histoire. Hein? Donc le protocole, c'est la partie introductive. Alors, dans le protocole, ici, il y a tout d'abord ce que l'on appelle la suscription. Alors, la suscription, d'où va-t-elle et jusqu'où va-t-elle? Alors, vous avez S, fils de, descendant de, et K, fils de, ont adressé une requête à Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, en ces termes. En fait, ce que l'on appelle la suscription, ça veut dire que c'est écrit au-dessus de, ça va? Eh bien, la suscription, c'est le nom des deux personnages S et K. Ça va? Ce sont autrement dit les auteurs du document. Même s'il y en a un autre qui intervient plus loin et qui est Nabonide, puisqu'en fait il y a une demande et il y a une réponse. Donc en fait il y en a trois. Alors donc ici la suscription, ce sont les auteurs du document, c'est S, et c'est d'autre part
K. Donc ce sont les auteurs. Donc, vous allez mettre une petite barre jusqu'après Ikistaya, à la première ligne. Juste après Ikistaya à la première ligne. On continue. Ça va? Alors, après la suscription, vous voyez, il est indiqué « ont adressé une requête à Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, en ces termes. » Vous avez ce que l'on appelle l'adresse. Alors l'adresse, ça va jusque terme. Donc je répète, ont adressé une requête à Nabonide, roi de Babylone, le roi leur seigneur, en ces termes. Donc après terme, vous mettez une petite barre. Donc l'adresse, ça s'adresse à qui? À Nabonide. Donc je vais mettre N. Ça va? Petit b, on va passer à l'étude du texte lui-même. Alors, contrairement aux actes du Moyen-Âge, il n'y a pas ici, en tout cas à beaucoup de textes du Moyen-Âge, il n'y a pas ici d'exposé. Ce que l'on appelle exposé, c'est quoi? Eh bien, l'exposé, c'est l'historique, la raison pour laquelle on demande quelque chose. Il n'y a pas d'historique ici. On passe tout de suite, ça va, dans ce qu'on appelle le dispositif. Alors, le dispositif, il comprend deux parties. Alors, le dispositif, c'est la partie du texte où sont mentionnées les décisions qui sont prises. Donc, où sont mentionnées les décisions qui sont prises. Le dispositif, ici, vous avez vu, il comprend deux parties. Il y a tout d'abord la demande formulée par S et K vis-à-vis de N, de Nabonide, et puis il y a la réponse de Nabonide à S et à K. Donc ce dispositif comprend deux parties. Et vous voyez que la demande de S et K est plus petite que ce que l'on peut appeler vraiment le dispositif, parce que là ce n'est encore qu'une demande, c'est l'introduction du vrai dispositif. Le dispositif, lui, au sens strict où la décision est prise, est beaucoup plus long. Donc la demande qui introduit le dispositif, ben, elle fait dans votre texte 4 lignes, et la réponse de Nabonide qui détaille sa réponse, la réponse à la requête est beaucoup plus longue, parce que lui il donne tout le détail. Il dit, d'accord, je vous accorde ce que vous me demandez, mais je pose telle et telle condition. Il indique, autrement dit, quelles sont toutes les clauses du contrat. Ça va? Donc on va trouver ici les clauses du contrat dans le dispositif. Donc vous mettez ici qu'on trouve donc les clauses du contrat. Alors, la partie SK vers N, ben, ça s'arrête, ça commence à la ligne 3, après le mot terme, et ça se termine après le mot canot à la ligne 7. On est bien d'accord? Ça va de la ligne 3 à la ligne 7. Les clauses du contrat, c'est-à-dire la réponse de Nabonide, ça va de la ligne 8, ça commence par Nabonide, vous voyez, j'ai numéroté les lignes dans la marge. Donc ça va de la ligne 8, et ça va très loin, puisque ça va jusqu'à la ligne 22, presque à la fin, vous voyez, et n'auront aucun droit sur elle. C'est là que ça s'arrête, à la ligne 22. Ça, c'est la fin des clauses du contrat. Des clauses, je dis bien, principales, c'est-à-dire le contenu.
du contrat. Ceci fait, toujours dans le texte, vous avez juste après le dispositif ce que l'on appelle des clauses secondaires. Des clauses secondaires. Alors il y a une clause secondaire, mais qui est essentielle en droit, c'est une clause de sûreté, et même une clause de sûreté personnelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si les locataires S et K de la terre ne remplissent pas leurs engagements, qu'on a en droit on appelle leurs obligations, ils ont des obligations, on va détailler dans quelques instants. S'ils ne remplissent pas leurs obligations, eh bien, le bailleur, qui est une abonnie ici, va pouvoir se retourner contre les deux locataires, donc contre S et K, puisqu'on vous dit S et K sont garants solidairement pour tout ce qu'ils entreprendront. Donc il n'y en a pas un des deux qui peut se cacher en disant c'est l'autre, c'est pas de ma faute, non. Ils sont solidaires dans leur garantie. Ils sont co-solidaires, ils sont co-garants. Ça va? Alors, une sûreté personnelle, ça s'appelle en droit, encore à l'heure actuelle, une caution ou un cautionnement. Ça va? Donc le mot appartient ici, un cautionnement. Alors, on va passer ensuite. Alors, je vais peut-être essayer d'écrire encore ici pour ne pas utiliser la partie centrale qui servira à autre chose. Alors, C. Au protocole correspond ce qu'on appelle l'escatocole. Escatocole. Alors, ça vous paraît un nom certainement très compliqué et très savant, mais regardez, protocole, ça veut dire ce qui est au début, protos. Et eschatocole, vous connaissez peut-être le mot l'eschatologie, je n'ai pas dit la scatologie, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des fins dernières. Donc quand on parle d'un récit eschatologique, par exemple dans la Bible, eh bien ça veut dire rien d'autre que, par exemple, l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien, explique ou révèle plus exactement, puisque le mot Apocalypse veut dire révélation, l'Apocalypse révèle en fait ce qui va se passer à la fin des temps. Ça va? Eh bien, on appelle ça une eschatologie. Bon. Alors l'eschatole, ici c'était l'introduction, ici c'est la partie finale, tout simplement, c'est un mot savant qui veut dire quelque chose de très simple, ça veut dire la partie finale du document. Alors, la partie finale du document, dans ce qu'on appelle l'eschatole, il y a tout d'abord, alors, il y a deux choses, il y a tout d'abord, regardez bien, juste après les témoins, parce que les témoins, on va le voir après, ils appartiennent à une autre partie de l'acte. Il est marqué scribe à la ligne 29. Hein. Scribe, Aplaya, fils de Bel-Idin, descendant d'Igibi. Voyez ça, ligne 29. Bon. Alors, ça va, c'est ce qu'on appelle, alors, une mention hors teneur. Une mention hors teneur. Qui est indépendant du contenu ici, hors teneur. Et on mentionne qui? On mentionne le nom de celui qui est écrit. C'est pas sans intérêt, évidemment, c'est beaucoup moins important que tout le reste. Remarquez qu'il n'est pas là en tant que témoin. Il y a des témoins, par ailleurs, qu'on va voir dans quelques instants.
Et il y a d'autre part dans l'escatole, juste après, à la ligne 30, déjà à la fin de la ligne 29, il y a d'une part le lieu où le document a été rédigé, ou en tout cas où la décision a été prise, et il y a d'autre part la date dans le temps. Alors, c'est ce qu'on appelle, il y a donc deux dates. Il y a la date de lieu, qui est l'Arsa, et il y a ensuite la date de temps, qui est 28 Nissan, année 1 de Nabonide, roi de Babylone. Ça va? Il faut savoir que le mot date vient d'un mot latin, c'est le participe passé de dare, qui veut dire donner, et data, c'est un féminin singulier, data ça veut dire donner, littéralement donner. Donc la date peut être de temps ou de lieu, contrairement à ce qu'on croit à l'heure actuelle. Pour nous, quand on met la date, on a l'impression que c'est seulement le jour, le mois et l'année. Mais quand vous écrivez une lettre, vous indiquez d'abord l'endroit, vous trouvez, vous indiquez Bruxelles, Nivelles, virgule, et la date c'est l'ensemble, c'est pas seulement l'aspect chronologique. Le lieu fait partie de la date. Ça va? Bon. Vous avez là. Et alors, je vais écrire tout en dessous, donc, après l'escatole, alors là, je vais mettre D, j'ai plus beaucoup de place. Vous avez les signes de corroboration, j'ai pas de place pour l'écrire, malheureusement. Les signes de corroboration avec deux R. Corroborer, ça veut dire rendre solide, littéralement. Un rebours en latin, c'est solide. Corroborer, c'est rendre solide. Plusieurs éléments, puisque c'est corroborer, c'est cum. On en met plusieurs ensemble pour rendre solide. Corroborer. Et les signes de validation, on peut dire utiliser un autre mot de validation, tout simplement. Eh bien, dans les signes de corroboration, vous avez tout ce passage que j'ai laissé tomber de la ligne 24 à la ligne 29, ce sont les témoins. Vous voyez? On vous dit en présence de. Alors, les témoins, ici, du point de vue diplomatique, ils appartiennent à ce qu'on appelle la souscription, non plus la suscription, vous vous souvenez, c'était les personnages qui étaient tout au début, les auteurs, ici c'est en dessous, donc c'est la souscription. Voilà, la souscription. Alors, si j'ai fait tout cet exercice avec vous, c'est évidemment pas pour vous embêter, c'est parce que quand on a des documents sous la main, le simple examen de la forme du document peut vous aider à savoir de quelle administration ça vient, si c'est un acte public ou si c'est un acte privé. Et si c'est un acte public, on peut savoir si ça vient de telle ou telle chancellerie, si ça vient par exemple au Moyen-Âge. Si vous avez un document, vous savez plus, allez, imaginons que vous ne sachiez plus lire, je dis quelque chose d'hyper simple pour un diplomatiste, un médiéviste, qui va trouver que mon exemple est débile évidemment, mais volontairement je le prends pour me faire comprendre. Imaginez que vous avez un document qui a été complètement mangé par les rats, par les blattes, les vers de terre, enfin tout ce que vous voulez, pas les vers de papier plutôt, et qu'il n'en reste plus grand-chose. Mais par contre, en bas de l'acte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une grosse boule. Évidemment, le simple fait d'avoir ce signe de validation vous permet de savoir que ce document émane soit de la chancellerie pontificale, soit de la chancellerie impériale. Parce que cette bulle, ça représente le monde. Et d'ailleurs, vous savez qu'on parle toujours d'une bulle pontificale. La bulle pontificale, c'est rien d'autre que le sceau qui se trouve en dessous des autres documents, par exemple d'un roi, vous avez des sceaux. Même d'un seigneur, vous avez des sceaux. C'est de la cire qui est estampillée et qui permet de valider l'acte. Eh bien, pour le pape, ou pour l'empereur, vous aurez une bulle. C'est pour ça qu'on dit une bulle papale. Ça va? Alors, suivant que les rubans qui se trouvent en dessous d'un document sont rouges, sont verts, sont jaunes, eh bien, on sait que le document a valeur perpétuelle ou a une valeur temporaire, etc. Donc, vous voyez, l'intérêt de la diplomatique, c'est de pouvoir, en étudiant la forme d'un acte, eh bien, de repérer
alors qu'on a parfois des difficultés à le faire, de quelle administration ça vient, et ce que l'on a voulu faire passer comme message également. Je vous parlais des sceaux il y a quelques instants. C'est une explication très brève, très réduite de ce que c'est que la diplomatie. Ça a son intérêt. D'autant plus que quand vous aurez, une fois que vous savez ça, eh bien vous allez tout de suite, quand vous aurez un document devant les yeux, dire, ben voilà, les auteurs, en tout cas pour un document de cette période-là en Mésopotamie, ils sont dessus. Alors, l'adresse, c'est celui qui est le répondant. Vous allez voir tout de suite, en fonction des témoins, si c'est un acte important, pas important, etc. Je vous propose peut-être de commencer justement par les témoins. Regardez un petit peu. Quels sont les gens qui sont mentionnés? On vous dit qu'il y a un gouverneur, qu'il y a le commandant de la garde, qu'il y a un gouverneur de province, qu'il y a un chancelier. Le chancelier, c'est pas n'importe qui, hein, c'est celui qui garde les sceaux du roi. Il y a un général, il y a le chef des troupes, hein, il y a un autre gouverneur, et puis finalement, il y a l'administrateur royal. Alors ça, vous notez déjà. Hein? Toujours dans l'analyse diplomatique, avant qu'on aborde le fond du sujet, que tous les témoins qui assistent à la rédaction de ce contrat, à cet accord entre d'une part S et K et d'autre part N, Nabonide, sont tous des gens très importants. Ce sont des gens très importants. Donc ce qui signifie que si ce sont tous des gens très importants, c'est peut-être que le contenu aussi est très important. Vous pensez bien que si c'est pour un contrat à portée limitée concernant par exemple une petite surface pour rester dans le domaine de la ferme, ben, vous imaginez bien qu'on ne va pas convoquer les chefs de l'armée, des généraux et des gouverneurs. Donc il s'agit d'un acte très important. On va voir que le contenu, effectivement, nous renforce dans cette idée-là. Alors maintenant, la question est de savoir que vient faire Nabonide dans l'affaire. Parce que Nabonide, figurez-vous, c'est pas le propriétaire. C'est pas le propriétaire de la terre dont il est question ici. Le propriétaire de la terre, c'est qui? Si vous regardez bien l'acte, il est question d'une fameuse dame d'Uruk. Alors la dame d'Uruk, c'est en fait le temple de la déesse Ishtar, dont j'ai pu vous parler au mois d'octobre. Vous vous souvenez d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre en Mésopotamie. C'est une déesse qui remonte à l'époque sumérienne, donc au 3e millénaire. Ishtar. Donc I-S-T-A-R. Alors vous mettez un accent circonflexe à l'envers sur le S que l'on prononce ch. Ça va? Ou bien vous écrivez I-S-C-H-T-A-R. C'est bon aussi, hein? Ça va? Ishtar. Alors, quel rôle joue Nabonide dans ce contrat? Eh bien, en fait, il s'arrange une sorte de procuration pour agir au nom du temple. Mais en fait, la terre qu'il concède sous forme de bail aux deux personnages S et K, il n'en est pas, comme je disais il y a quelques instants, propriétaire. Donc, il s'arrange lui-même, on ne lui a rien demandé vraisemblablement, la procuration qui lui permet d'agir juridiquement. Entendu? Bon. Alors, maintenant, on va passer à... Alors, il y a peut-être un autre élément qui mérite d'être expliqué ici, c'est le mot sûreté personnelle. Le mot sûreté personnelle, une sûreté, je vous ai dit, c'est une garantie. Hein, c'est une garantie. Et je vous ai dit qu'une sûreté personnelle, c'est ce qu'on appelle un cautionnement, une caution, à l'heure actuelle. Se porter caution de, être. Ça va? Voilà, le cautionnement. C'est dans notre code civil, hein, je peux vous citer les articles du code civil tout à l'heure si vous voulez. Mais à côté des sûretés personnelles, vous avez aussi des sûretés réelles. C'est-à-dire que
la garantie n'est plus apportée par la personne, c'est plus la personne qui est garante, c'est une chose, c'est-à-dire un bien. Alors ça peut être un bien mobilier ou immobilier. Imaginez, hein, vous achetez, allez, vous achetez une maison. Le principe du prêt hypothécaire, c'est quoi un prêt hypothécaire, hein? Vous achetez une maison, mais la banque, comme elle n'est pas sûre à 100% que vous pourrez rembourser, elle va demander une garantie. Et donc votre maison va être hypothéquée. Ça veut dire que si un jour vous ne parvenez pas à rembourser mensuellement votre prêt, eh bien la banque, tout à fait légalement, sur base du contrat qui aurait été signé avec elle lors de la demande du prêt, eh bien, va pouvoir mettre en vente publique votre maison parce que cette maison a une hypothèque. Ça veut dire qu'elle reste à vous jusqu'au moment où vous devenez insolvable. À ce moment-là, la banque devient elle-même propriétaire puisque vous n'avez pas répondu à l'engagement qui apparaissait dans votre contrat initial. C'est la fameuse clause secondaire ici dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a les clauses. La clause principale dans un prêt hypothécaire, ce serait quoi? Ben, c'est rembourser le prêt tous les mois. La banque vous prête de l'argent et vous remboursez tous les mois. Ça, c'est le dispositif. Et dans le cas d'un prêt hypothécaire, la clause secondaire, ce serait si le débiteur ne rembourse pas mensuellement, eh bien, la banque use de son droit qui apparaît comme une sûreté, alors là non pas personnelle, mais c'est une sûreté immobilière, puisque c'est la maison qui est mise en hypothèque. Ça va? Mais ça peut être aussi une sûreté immobilière, par exemple une voiture, un meuble, voilà, vous avez des armoires, hein, voilà, je dis des armoires pour prendre quelque chose de ça, mais une voiture c'est aussi un bien mobilier, hein, puisque c'est pas ancré dans le sol, quoi. Vous avez bien compris la différence entre une sûreté personnelle et d'autre part une sûreté réelle. Les sûretés réelles se divisent en deux catégories, sûreté mobilière et sûreté immobilière. Bon. Je crois que pour le reste, ça devient clair. Hein. On va passer maintenant à l'analyse du contenu. Maintenant, on ne va plus analyser la forme, on va analyser le contenu de l'acte. Ça va? Analyse du contenu. C'est ce que j'appellerais tout simplement faire la critique historique. Analyse du contenu du document. Alors, comment les choses se présentent? Vous avez le texte devant vous. Vous avez compris que il y a une terre qui est cédée sous la forme d'un bail par le temple d'Ishtar. Le temple d'Ishtar, ici, il apparaît sous la forme la Dame d'Uruk. Mais la Dame d'Uruk, ce n'est pas quelqu'un qui vit, évidemment. C'est comme si on disait c'est Notre-Dame de Paris qui cède les terres qui se trouvent derrière la cathédrale. Ça va, Notre-Dame de Paris, elle n'existe pas, bien entendu. Cette dame-là, la Vierge, bien entendu. Donc, la Dame d'Uruk, c'est l'équivalent de Notre-Dame. Ça va? Pour faire simple, puisque c'est un temple, et dans notre cas, c'est une cathédrale, c'est une église. C'est l'équivalent. Vous avez donc une terre qui est louée par le temple à deux entrepreneurs privés. C'est intéressant que c'est des entrepreneurs privés, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aussi. Parce qu'il nous ramène tout de suite à l'époque actuelle. Qu'est-ce qui se passe à l'époque actuelle? De plus en plus, on privatise. Or, on voit ici qu'il y a une certaine confusion entre, d'une part, les biens du temple, on pourrait dire, pour le Moyen-Âge, on dirait les biens de quoi? L'Église. Oui, mais encore plus simple. Ben, c'est qu'un temple, c'est l'équivalent d'une abbaye. Ça va d'un monastère. Donc vous avez les biens d'un monastère, d'une abbaye, hein, au Moyen-Âge, qui sont loués à des entrepreneurs privés pour essayer d'augmenter les rendements. Mais c'est le roi Nabonide qui passe ce contrat pour essayer de bonifier sa terre. Or, je vous ai dit que l'intérêt, c'est que nous sommes à une époque où
On estime que les solutions se trouvent toujours dans la privatisation des biens. Vous savez bien hein, que la Poste va bientôt être privatisée, enfin, tout est privatisé, on supprime les monopoles et tout un peu partout de l'État, et pour laisser fonctionner la libre concurrence. L'idée sous-jacente, c'est que l'être humain est toujours guidé par son intérêt personnel, et non pas par un intérêt collectif, et que ce n'est pas la solidarité qui meut les individus en matière économique, ou en matière sociale, c'est l'individualisme. D'ailleurs, l'individualisme, on peut même dire l'égoïsme. Ça va? Et donc l'idée de Nabonide, c'est se dire, si je loue cette terre à des personnes privées, elles vont peut-être chercher à mettre en valeur des terres qui n'ont pas été assez jusqu'à présent. Alors on va voir quelle est la dimension de cette terre. C'est indiqué. 6000 kourous. Ah, 6000 kourous. La question est de savoir, c'est quoi un kourou? Donc vous indiquez qu'un kourou correspond à 1,5 hectare. Ce qui veut dire que 6000 kourous, ça fait 9000 hectares. 9000 hectares, vous imaginez la dimension, ça fait 90 km². Vous imaginez la dimension du domaine de ce temple, 90 km². Donc c'est un domaine qui correspond à la distance entre Bruxelles et Nivelles, hein, mais sous la forme d'un carré, pour être simple. Hein, donc c'est Bruxelles-Nivelles, Nivelles peut-être Wavre, donc c'est pas, il y a peut-être aussi 30 km sur heure. Bien, vous imaginez, donc vous auriez un carré dont la base serait la distance entre Bruxelles et Nivelles. Donc vous imaginez quel domaine immense. 90 km² qui appartiennent au temple. C'est immense hein, comme propriété, vous imaginez pas. Mais, vous avez peut-être vu, plutôt entendu lorsque j'ai lu le texte, c'est que ces 6000 kourous ne seront cultivés que par moitié. Il n'y aura que 3000 kourous cultivés une année sur deux, parce que l'autre moitié, c'est-à-dire les 3 autres 1000 kourous, ils seront laissés en jachère. C'est un système d'assolement biennal, assolement biennal. Seulement au Moyen-Âge, hein, on va, en tout cas dans la partie nord de la France et en Belgique, ou en Allemagne, utiliser l'assolement triennal, où là c'est une année sur 3 que l'on laisse les terres en jachère. Mais là, ici, vous avez un système d'assolement biennal. Ça veut dire qu'une année sur 2, la moitié des terres sont laissées en jachère pour ne pas épuiser la terre. Pour qu'elle se ressource, autrement dit. Donc, vous avez retenu jusqu'à présent, et je vais faire un petit schéma pour que ce soit plus clair, 6000 kourous de terre arable, ce qui correspond à 90 km². La moitié, 3000 kourous, sont en jachère une année sur 2. Donc il n'y a que 45 km² qui sont cultivés chaque année, dans les faits. Mais on sait par ailleurs que ces 6000 kourous ne correspondent en fait qu'à la moitié des terres possédées réellement par ce temple. On le sait par d'autres documents, vous n'avez pas ici sous la main. Donc ça veut dire que c'était vraiment un territoire immense. On a calculé que, donc si vous faites le calcul, ça fait pratiquement x2. Hein, ça fait 90, donc ça fait, oui, ça fait 170 km². Ça, c'était la propriété du temple. 170 km², vous imaginez. Immense, hein. Dans la région de Euphrate, on est bien d'accord. Bon. Je vous montre un petit peu maintenant sur la carte où tout ça se trouve. Bon. Nabonide, il est roi de Babylone. Mais une grande partie de sa vie, il a en fait habité dans cette région-ci, en Jordanie, ce qui lui a permis également de contrôler tout le commerce avec l'Arabie du Sud, les résines en particulier. Uruk, ça se trouve donc
Our se trouve ici. Donc, Uruk se trouve au nord d'Ur et au sud-est de Babylone. Donc, on peut dire que Uruk se situe pratiquement ici. Ça va? Uruk. U-R-U-K. Voilà. Alors, je vous fais un schéma de cette propriété. Alors, vous avez, je vous ai dit, donc, voilà. Donc, ceci correspond à 6000 kourou. Ça va? Ceci, 6000 kourou. C'est cette terre-là que loue S et K au temple. Si j'ai mis des petits pointillés entre les deux parties, vous avez bien compris qu'une année sur deux, la terre est en jachère, enfin, une moitié des 6000 kourous, donc 3000 kourous seront laissés en jachère, et l'autre moitié est réellement cultivée. Je vous ai dit également qu'en fait, la surface que l'on connaît par ailleurs par d'autres documents des terres du temple, on peut la doubler. Si vous regardez bien, à la ligne 20, on dit les terres du jardin Halat de la dame d'Uruk, qui sont à la disposition des jardiniers Rab Bani, S et K ne leur appliqueront pas l'estimation forfaitaire et n'auront aucun droit sur elle. Donc ça veut dire que il faut considérer qu'il y a trois parties, en fait, dans l'ensemble des terres qui appartiennent au temple d'Uruk, donc de la dame d'Uruk, c'est-à-dire de la déesse Ishtar. Hein? Vous avez d'une part cette partie-ci qui est gérée en faire-valoir indirect. Ça veut dire que ce n'est pas le temple qui gère directement ce qui est cédé en bail à S et K, et ce qui d'autre part est exploité par les jardiniers, ceux qui sont cités comme étant les jardiniers, hein, Rab Bani. Voilà. Là, ce sont des parcelles individuelles qui sont exploitées par des prébendiers. Alors, le mot prébende, P-R-E-B-E-N-E, prébende, en fait, bon, pour simplifier les choses, même si ça peut paraître un petit peu anachronique, on peut dire que ce sont des salariés, si vous voulez. Hein? Ou des petits locataires qui travaillent sur cette terre, mais ce sont tous des petits locataires alors individuels. Alors une prébende, c'est donc une terre que l'on vous concède, sur laquelle vous avez des revenus, et dans le cadre de ce contrat, vous reversez au temple, ici en l'occurrence le temple d'Uruk, la déesse Ishtar, vous reversez une partie des revenus que vous touchez. Ça va? Donc ici vous avez les fameux jardiniers, ici vous avez les deux grands entrepreneurs privés, et alors cette partie-là, elle est gérée, elle, non pas en faire-valoir indirect, mais directement par le temple d'Uruk. Donc ici, c'est un faire-valoir direct. Faire-valoir direct. Ici, faire-valoir indirect. Cette partie-ci, faire valoir direct, elle n'intervient évidemment pas dans le contrat, puisque c'est le temple qui la gère immédiatement avec des esclaves, plus que vraisemblablement. Cette partie-là, il n'en est pas question non plus.
ça fait l'objet sans doute d'autres contrats avec les prébendiers, ces fameux jardiniers, qui eux passent des contrats particuliers avec le temple, hein, voilà, ils payent un loyer. Le contrat ici ne concerne évidemment que S et K, et S et K n'ont que cette partie-ci. Ça, c'est la partie louée à S et K. Par Nabonide qui intervient en tant qu'intermédiaire, mais sans doute d'autorité. Pour le temple d'Ishtar, le temple du Rouk. Alors maintenant, on va voir quelles sont les obligations de S et K par rapport aux thèmes qui sont là. On va voir ce que ça leur rapporte et quels sont les intérêts finalement du temple de passer ce type de contrat. C'est ça le principal. Alors, quelles sont les obligations? Vous voyez qu'il y a d'abord, enfin, avant de parler des obligations, on va d'abord voir ce que fait le temple lui-même, par la voie de Nabonide. Il dit, je vous donne une terre. Bon, vous mettez d'abord hein, la partie Nabonide. Je le mets ici, tout en dessous. Bon. Nabonide, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne tout d'abord, enfin, le temple, hein, puisque je vous dis que c'est un tour de prête-nom, s'il vous plaît. Hein, c'est pas un homme de paille, c'est quand même le roi. Hein, c'est lui qui décide vraiment, d'accord, mais derrière lui, il y a le temple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne d'abord des terres. Et on a vu que ces terres, ah ben, il y a une année sur deux, elles sont mises en jachère. Donc, on ne peut avoir de rendement que sur la moitié des terres. À côté de ça, on lui donne également un certain nombre d'outils de travail. Alors, vous avez peut-être vu on parle de charrues. C'est quoi ces charrues dont on parle? Eh bien, en fait, ce sont des unités de travail. Il y en a 100. Et chaque charrue, en fait, donc chaque unité de travail, est composée de quoi? Il y a 100 charrues. Hein. Chaque unité de travail est composée de, on vous dit combien au niveau du personnel? On vous dit qu'il y en a combien de laboureurs? 400. 400. Bon. Donc, vous avez tout d'abord des laboureurs. Dans chaque charrue, puisqu'il y en a 100, il y a 4 laboureurs. Ça va? Par charrue. Je mets charrue ici entre guillemets, parce que ce n'est pas l'objet charrue, hein, comme vous imaginez au milieu d'un champ. Il y a 4 laboureurs. Il y a ensuite 4 bœufs. Et vous voyez qu'on met sur le même pied les laboureurs et les bœufs. Donc on peut supposer que ce sont des esclaves. Hein. Regardez dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit Nabonide? Il leur dit, Nabonide a donné de la terre, 400 laboureurs, 400 bœufs. Si on donne des individus à des locataires, c'est que ce sont bien des esclaves, hein. C'est qu'ils sont vraiment la propriété du temple. Donc il y a 4 laboureurs, il y a 4 bœufs dans chaque unité, 4 bœufs. Et alors on vous dit qu'à chaque fois, une vache de remplacement. Donc ça veut dire quand il y a un bœuf hein, qui a un problème, il est remplacé par une vache. Donc ça veut dire qu'il y a 25% des animaux qui sont qu'on puisse remplacer à n'importe quel moment parce qu'il y a un problème. Ça va? Bon. Et enfin, vous avez un dernier élément, c'est que vous avez la charrue elle-même dans cette unité de travail. Alors la charrue, elle est composée de quoi? On vous dit qu'elle est composée hein, d'un socle en fer. Hein, vous voyez qu'on dit talent de fer hein, à la ligne 20. Ça va? Alors, enfin, on parle également de semences.
Oui, parce que une chose est d'avoir les terres, d'avoir les gens qui travaillent, les bœufs, tout ce que vous voulez, il faut encore avoir la semence. Regardez un peu les chiffres qui sont avancés. On parle ici de courroux, mais de courroux d'orge. Regardez dans votre texte. Vous voyez ça, par exemple, à la ligne 19. Vous voyez ça. La première année, Léana leur fournira 3000 courroux d'orge. On vous en parle également à la ligne 16. Chaque année, S et K devront livrer à la dame d'eau 25 000 courroux d'orge intégralement et 10 000 courroux de date intégralement. Ça va? Alors, les courroux dont il est question ici, ce sont des mesures de capacité. C'est une mesure de capacité. Tandis que les courroux dont je vous ai parlé ici, ce sont des mesures de surface. Alors faites très attention. Le courroux, en tant que mesure de surface, je vous ai dit, vaut 1,5 hectare. Tandis que le courroux, en tant que mesure de capacité, ça correspond à 180 litres d'orge. Vous notez ces mesures, parce que ce n'est pas dans le texte. Je vais vous dire où j'ai trouvé tous ces renseignements après. Donc vous notez, un courroux peut être soit une unité de surface, et alors dans ce cas-là, il s'agit d'1,5 hectare, ça c'est pour ce chapitre-là, les terres, soit quand il s'agit d'une mesure de capacité, en l'occurrence ici pour l'orge et semences, et dans ce cas-là, un courroux n'est pas égal à 1,5 hectare, puisqu'il ne s'agit plus de surface, il s'agit d'une capacité, ça correspond à 180 litres d'orge. Entendu? Bon. Alors ça, c'est ce que Nabonide leur donne. Voilà, enfin il leur donne entre guillemets, puisque c'est un bail. Alors, à charge maintenant pour S et K. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, S et K, dans leurs obligations, puisque c'est terme juridique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tout d'abord verser une redevance. Redevance en quoi? Vous voyez, c'est indiqué. Une redevance en quoi qu'ils doivent payer? Une redevance en tant que partie de la récolte, tout simplement. La redevance est une partie de la récolte. Ils doivent également fournir un certain nombre de dates que l'on trouve dans la palmeraie qui ne se trouvent pas dans les 6000 courroux. Regardez un petit peu. Ils ont déjà la palmeraie, puisque regardez la ligne 4. 6000 courroux de terre arable, non compris la terre à palmeraie. Alors la terre à palmeraie, ils l'ont déjà en vertu d'un contrat antérieur. Ça va? En vertu d'un contrat antérieur. Donc, ils ont ceci, mais la palmeraie, elle se trouve ailleurs, c'est encore un autre endroit. On peut faire encore un autre petit carré. Ça va? Ils doivent s'occuper de la gestion, bien entendu, des terres, ça va de soi. La gestion des animaux. Qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a des petits, on les laisse tant qu'ils ne sont pas sevrés auprès des vaches, et puis après, ils retournent au temple. Donc tout le croix du bétail ne va pas appartenir à S et K, mais va bien appartenir au temple lui-même, au bailleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a encore d'autres choses à ajouter? On va relire le texte, on va voir si on n'a rien oublié d'important.